Slate Podcast. Bonjour et bienvenue dans cette saison hors-série d'Amis, consacrée à la meilleure saga de films sur une adolescente qui s'appelle Bella et un vampire qui s'appelle Edward. Salut, moi c'est Anaïs et je pense qu'on devrait lancer une campagne sur les réseaux sociaux pour que ce film soit remonté sans Jacob. Ah, ce serait bien. Ouais, release de sans Jacob cut. Il y aurait plus trop d'histoires, mais ce serait bien. Ouais, mais ce serait mieux, je pense. Et moi, c'est Marie, et après toutes ces années, Edward me fait toujours un peu d'effet. Cette semaine, un gros retour en forme. Après le navet du deuxième volet, on s'attaque au troisième film Twilight, hésitation, dans lequel on explore le pire triangle amoureux de l'histoire. Je dis ça, mais c'était quand même très fun à regarder. Il est bien ce film, il y a plein de câlins, plein de bisous. N'importe quel film qui contient des câlins gagne des points dans mon panthéon. C'est bien. C'est parti, donc, pour Amis, saison 2, chapitre 3, séquestration. Anaïs, c'est à ton tour de nous faire un recap des événements du film en 30 secondes. C'est parti. Alors, Bella est plus ou moins séquestrée par Edward qui sabote sa voiture pour qu'elle ne puisse pas quitter sa maison. Bella est harcelée par Jacob qui passe 2 heures à insister lourdement quand elle lui dit qu'elle n'est pas attirée par lui et qu'il lui dit « je ne te crois pas » et « si, tu m'aimes, mais tu ne t'en rends pas compte ». Et sinon, globalement, Edward et Jacob passent tout le film à faire un concours de beats pour savoir lequel des deux est le meilleur prétendant pendant que Bella les regarde. Ah, et sinon, il y a un groupe de vampires qui ressemble aux bébés brunes qui décident de construire une armée et de mener une guerre contre les Quellen, mais on s'en fout un peu. Bravo. Merci. C'était très concis et très vrai. Très juste. Bon, on l'a dit, le thème central du film, c'est le triangle amoureux entre Bella, Edward et Jacob. C'est pour ça que ça s'appelle Hésitation en français. Le problème, c'est qu'on se demande un peu qui pourrait bien hésiter entre Jacob et Edward et qui peut croire en ce triangle. Putain, mais c'est chaud. Comment on a pu tomber dans le bateau à l'époque, quoi? De quoi? De se dire que c'était un triangle amoureux qui avait du sens, quoi. Tomber dans le bateau? Le panneau. Oui, je sais. J'ai pas fait gaffe. Ça sonne pareil. Il y a très peu de lettres de différence. Il faut me retirer ma licence d'être humain, quoi. J'ai pas le droit d'exercer, quoi. Faudrait créer un dictionnaire d'Anaïs. Avec toutes les expressions. Parce que tomber dans le bateau, c'est pas mal en vrai. Bah ouais. Enfin, je sais pas si on tombe plus fréquemment dans un bateau que dans un panneau. Personnellement, je suis jamais tombée ni dans l'un ni dans l'autre. Si, en plus, je suis déjà tombée dans un bateau. Moi, je suis déjà tombée sur un panneau, quoi. Enfin, tu te prends le panneau dans la tête. Ah ouais? Bon, mais du coup, tu tombes pas dedans. Bon, Anaïs, si tu étais Bella et que tu devais choisir entre Jacob et Edward, qui choisirais-tu? Je sais même pas pourquoi je pose cette question. C'est clair. S'il faut vraiment choisir, parce que sinon, franchement, je ferais un trouble avec Jasper et Alice. Je pense que ce serait vachement plus fun. Mais si je devais choisir, je choisirais quand même Edward. Déjà, il dort pas. Moi non plus. Avec Jasper et Alice, ça vient de connecter dans mon cerveau. Mon Dieu. Ouais, merci, c'est bien, 5 ans après. Et donc, Edward, oui? Oui, parce qu'il ne dort pas, comme moi. Donc, c'est bien. Au lieu de me regarder dormir la nuit, il me regarderait, je le regarderais, et on se regarderait. Et au bout d'un moment, tu t'endormirais probablement. Ouais, ou alors il m'aiderait à nettoyer ma salle de bain, comme je le fais à chaque fois que je fais une insomnie. Ce serait vachement plus rapide. Tu avais un argument très solide, il faut le dire, en faveur d'Edward quand on a regardé le film. On va t'entendre. C'est trop bien, les Bloodsucking Demons. Toi, t'es un petit chien, tu pues. Voilà, c'est un peu la critique la plus agressive de Jacob que j'ai jamais entendue, mais pertinente. Sorry, Jacob. Bon, j'avoue, moi aussi, j'avais un petit faible pour Edward. J'ai trop envie de lui embrasser le cou, là. Marie, elle a un chien comme Bella, quoi. Non, mais je sais pas, il a un cou très embrassable. Je dirais ça. Et j'aime bien les coups des hommes, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On passe à autre chose. Bon, le gros problème, on l'a compris, c'est que face à Edward, il y a Jacob. Et bon, Jacob, comment dire? Il a tout le pot de Viveldop qui lui est tombé sur la tronche. C'est clair. Il fait pitié. Ouais, tellement. Il est insupportable. Dépose une main courante, meuf. Bon, on l'aura compris, on n'est pas des très grandes fans de Jacob. Ouais, désolée, je suis sûre qu'il y a en plus, il y a des Jacob Stan dans... Il y en a plein. Mais en fait, mais dans les gens qui nous écoutent, quoi, qui vont nous insulter. Ah non, mais ça, si vous faites partie des fans de Jacob, on peut rien faire pour vous. Mais je sais qu'il y avait vraiment une team Jacob et une team Edward qui étaient nés un peu dans le livre quand même. Et je pense que dans le livre, il n'est pas interprété par Taylor Lautner, donc déjà ça aide. Et il est quand même chiant. Donc moi, j'étais quand même team Edward dès le début, mais je comprends qu'il y en ait qui aient penché de son côté. Surtout dans le deuxième film dont on a parlé dans l'épisode précédent, qui était vraiment le film de Jacob en fait, et qui avait un peu construit, où il avait gagné plein de muscles, et ils en avaient parlé dans
dans la presse en disant « Waouh, ça y est, il s'est musclé », où c'était vraiment censé le construire comme un rival crédible face à Edward. Est-ce que ça a marché? Moi, honnêtement, dans le film précédent, j'aurais pu y croire. Je l'aime pas trop parce que je le trouve pas mignon et que du coup, ça casse un peu tout ce que c'est censé faire comme effet sur moi. Mais son personnage, je le trouvais pas mal dans le film précédent parce que justement, il était tout ce que Edward n'était pas. Il était présent, il était attentionné, il était sympa, il faisait des petites blagues. Le problème dans ce film-là, c'est que c'est le mec le plus toxique de la Terre. C'est-à-dire qu'à côté, Edward, c'est un walk king, alors que c'est un mec qui séquestre sa meuf, tu vois. Mais parce que Jacob est tellement horrible que vraiment, c'est un serial killer. Il passe vraiment tout son film à voir Bella et à lui dire « Mais si tu m'aimes, mais si tu m'aimes, je te jure, tu m'aimes vraiment. » Comme tu le dis, Jacob essaie à plusieurs reprises de convaincre Bella de se mettre avec lui. Et on a droit à une première déclaration d'amour qui nous a pas trop plu parce qu'il est très très poussif. C'est clair. And you need to know Love you. that I'm in love with you. Oh, elle le sait, hein. C'est clair. And Tout I le monde want le you sait. to choose me instead of him. Oh putain, merci Meredith Grey, quoi. I thought you understood. Choose me. Pick me. I don't feel that way for you. I don't buy it. What don't you buy? Non mais... Mec, That's how I feel. n'insiste pas. You feel something else for me. You just won't admit it. Oh là là, mais c'est toxique, mais à 3000%, quoi. I'm gonna fight for you. Ouais, c'est très toxique. Il est Big up tellement- aux fans de Grey's Anatomy pour le petit extrait de Choose Me, Pick Me. Je pense qu'il doit y avoir un gros overlap en plus entre les deux. Ouais. Toute l'intrigue du film repose vraiment sur cette tension amoureuse et on est censé croire que Bella hésiterait vraiment entre Robert Pattinson et Taylor Lautner. Et un mec en Bermuda. Le souci aussi, c'est que l'héroïne est complètement en retrait pendant tout le film pour laisser la place au concours de testostérone auquel se livrent ces deux prétendants. Et les deux sont assez insupportables, même Edward, quoi. Did you lie to get her out of town too? You should leave. Now. She has a right to know. Non, mais sortez vos bites, mesurez-les et qu'on en finisse, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, là, c'est... Victoria? Number one is when you said you'd marry me. You're marrying him? Oh, knew he was listening. là. insupportable. Deserves to know. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. On était outrés. Non, mais bon, il y a de quoi quand même. Oui. Non, c'est insupportable. Et ça arrive à un point culminant quand Bella, Edward et Jacob doivent passer une nuit dans une tente. Alors, si vous nous demandez de vous expliquer comment ils en arrivent là, c'est par des moyens de l'intrigue pas du tout logiques, mais c'est pas grave. Oui, il faut la protéger et donc il faut l'amener dans une tente. Et les deux doivent être là, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Anaïs, tu vas nous parler de cette scène devenue culte, il faut le dire. Enfin, en tout cas, entre nous. Anatomie d'une scène, anatomie d'une scène, anatomie d'une scène. On est en haut d'une montagne, parmi les pins, et il y a une tente dans laquelle nos trois personnages principaux vont passer la nuit. Donc imaginez Brokeback Mountain, mais en super nul. Donc détail intéressant, 2 heures plus tôt, ils étaient en chemise t-shirt, mais là, soudainement, il se met neiger à gros flocons, donc encore un coup du réchauffement climatique, je pense. Et le problème, c'est que Bella, elle a pris le duvet premier prix à Decathlon, au lieu d'investir dans de la bonne plume d'oie pour aller camper. Du coup, elle se les pèle. Edward ne peut pas réchauffer Bella, elle peut rien faire toute seule dans ce film, donc il faut que ce soit lui ou quelqu'un d'autre qui la réchauffe. Elle-même ne peut pas se réchauffer toute seule, donc il ne peut pas la réchauffer parce que c'est un vampire, donc sa peau est aussi froide que mes échanges avec Pôle emploi. Et Jacob, lui, il est chaud. Il est tellement chaud qu'il dort dehors dans la neige torse nu alors qu'il fait moins 40 degrés. Le mec, s'il avait été sur le Titanic, il aurait pu sauver tout le monde, je pense, tellement il peut réchauffer tout le monde. Donc il rentre dans la tente pour essayer de se coller à Bella et il sort cette réplique hilarante à Edward. « I'm hotter than you ». Je suis plus chaud que toi. Mais aussi, en anglais, il y a un double sens. Je suis plus sexy que toi. Ouais. C'est beau le Grande déni, écriture, hein. quoi. Ouais. Donc Edward, évidemment, n'est pas content du tout parce qu'il est possessif et jaloux et qu'il veut pas qu'on touche à sa femelle. Du coup, les deux mecs commencent à se chamailler. Edward dit à Jacob « Mets pas tes mains sur elle » et Jacob dit « Mets pas tes mains sur moi ». Pendant ce temps-là, Bella est au bord de l'hypothermie, tout va bien. Au final, Jacob obtient gain de cause. Il se glisse dans le sac de couchage de Bella, torse-poil, toujours. Il la prend contre lui pour la réchauffer et il lui dit « Bella, je vais te réchauffer. Ce serait mieux si tu enlevais tes vêtements. » Voilà, donc là, je propose qu'on fasse une petite pause pour que tout le monde ait bien le temps d'aller vomir. Et puis finalement, Bella réussit à se réchauffer, ça marche, et elle s'endort. Et Edward, qui peut lire dans les pensées, je le rappelle, dit à Jacob « Tu pourrais au moins essayer de contrôler tes pensées. » Et on va vous laisser imaginer ce que Jacob est en train de penser pendant qu'il est tout nu, en train d'enlacer Bella. Voilà, le romantisme selon Twilight, en une scène. Magnifique. Merci Anaïs.
Bon, et ce qui se passe le lendemain matin, quand même, c'est le moment le plus what the fuck de tout ce film. On n'a pas compris. Bella embrasse Jacob. Pourquoi ? Comment Incompréhensible. On va écouter nos réactions parce qu'on était vraiment stupéfaites. Tout à fait. That should have been our first kiss. Je comprends pas. Non plus. I gotta go. Ça n'a aucun sens. I'll be back. Mais d'où elle l'aime? Mais c'est vrai, ça, d'où elle l'aime, Anaïs. C'est clair. Je ne comprends pas. Mets-toi dans la peau de Bella, mais aussi de Stéphanie Meyer et des scénaristes. Comment tu peux expliquer logiquement ce choix de Bella qui va embrasser Jacob ? Bah, dans la peau de Stéphanie Meyer et des scénaristes, c'est parce qu'il faut que le triangle amoureux tienne la route. 5 minutes de plus. Voilà, et donc ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave, il faut y aller. Pour expliquer le choix de Bella, pour moi, c'est juste que en fait, bah, ça montre que le harcèlement intensif et abusif de Jacob depuis des jours et des jours a fini par fonctionner et qu'elle craint pour sa vie et que du coup, elle n'a pas le choix parce qu'elle est quand même au bord d'une falaise avec Jacob qui lui prend les bras et qui lui dit « Mais si tu m'aimes, je te jure, tu m'aimes ». Donc en fait, elle est un peu obligée de l'aimer parce que sinon, honnêtement, je pense qu'elle a un peu peur pour sa vie. Donc c'est que comme ça que je peux expliquer ce choix de Bella de l'embrasser. Je sais pas si toi, tu as une meilleure explication. Non, je pense que ton explication est très très bonne. C'est la seule explication que je peux trouver aussi parce que vraiment, ça ne fait aucun sens. C'est un peu un des seuls choix que fait Bella quand même. Elle choisit très mal, hein, mais c'est un des seuls choix que fait Bella pendant ce film. C'est vrai. Puisque dans les 2 heures du film, tout le monde choisit pour elle. Elle veut, par exemple, qu'Edouard couche avec elle avant le mariage. On la comprend. Elle est très très en chien. Ça fait 3 films qui se chafouinent au-dessus des vêtements. Il n'y a même pas eu de touchage de sein, de ce qu'on a vu quand même. C'est très dur. Elle a 16 ans. C'est très, Elle en très a dur. 18 ans, mais c'est dur quand même, quoi. Toujours pas compris ma blague ou tu fais ça? C'est très très dur. Elle a envie de niquer, mec. Elle a envie de C'est niquer. clair. T'as pas compris qu'elle est en chien? Pourquoi Edouard ne veut pas coucher avec elle ? Bon, déjà, c'est parce que c'est un gentleman de 1910. Et du coup, apparemment, il ne veut pas coucher avec elle pour ça. Mais on l'a dit, il est puceau, il a peut-être peur aussi. Il dit, si on s'était connus à l'époque où j'étais vivant, je t'aurais fait la cour. Je Et t'aurais faire un tour de calèche. ouais, voilà, on aurait fait Enfer. des balades en calèche et on était là, putain, mais quel enfer. Au final, le 21e siècle, c'est vachement bien. C'est clair. Mais en fait, son plus grand argument, c'est quand même qu'il pense que c'est trop dangereux. On le verra plus tard, il n'a pas tort, mais c'est parce qu'il pense qu'il a trop de force, en fait, et qu'il va la détruire. Il peut pas contrôler ses pulsions masculines. Mais non, c'est très très difficile. Mais bon, ces films, c'est un peu l'histoire d'hommes qui ne peuvent pas contrôler leur pulsion masculine quand même. Tout à fait. Mais enfin bon, Anaïs, tu avais une solution assez créative pour Bella. Mais il faut qu'elle l'attache. Qu'elle se mette dessus. Ah ouais? Putain, pour une première fois, c'est hardcore quand même. Ah ouais, mais ce serait cool. Un petit tour au sexodrome, des petites menottes en fourrure et c'est réglé, quoi, tu vois. Ok. Mais du coup, au lieu d'avoir un peu d'action, enfin, ils se chafouinent encore un peu quand même, ils s'embrassent et tout ça, c'était sympa. Mais parce qu'elle, elle essaye vraiment de le tenter. Et là, c'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure Bella, quoi. C'est-à-dire qu'elle veut à tout prix le détourner du droit chemin. D'habitude, c'est un peu l'inverse. C'est plutôt les hommes qui essayent. Et là, elle veut vraiment... Donc, elle l'embrasse, elle espère qu'à un moment, il va finir par craquer. Et nous aussi, on espère ça. Mais à la place, on se retrouve avec une demande en mariage, sachant qu'il a déjà demandé 3 fois en mariage. Oui. Mais là, il lui offre en plus une bague et on va entendre notre réaction devant ce magnifique bijou. Waouh, oh, elle est dégueulasse. This was my mother. Elle est horrible, cette bague est Oh horrible. putain! Isabella Swan. Non mais I là, promise to love you every moment and forever. il est allé à Claire's. Il faut qu'il arrête de mentir. And you do me the extraordinary honor of marrying me. C'est vrai qu'elle se retrouve un peu avec une bague de femme d'oligarque russe au lieu d'un orgasme, quoi. C'est tragique. Et un puis peu vraiment, l'arnaque. mais cette bague, il nous dit qu'il l'a héritée de son arrière-grand-mère ou je sais pas quoi, mais Ah, j'avais même pas entendu ça. c'est pas possible. Bah non, il y avait pas... Vraiment, ils l'ont trouvé par terre. Mais même, enfin, je veux pas faire ma nerd, mais le design n'a rien à voir. Son arrière-grand-mère aurait vécu au début du 19e siècle. Il n'y a Ouais. pas de bague comme ça à l'époque. Elle ressemble littéralement à une espèce de création d'un truc cheap de... On a dit même pas Claire's à la fin, on disait de Pinky, toi. Ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est ce que porterait le personnage de Jennifer Coolidge dans La Revanche d'une blonde. C'est la meuf qui fait les manucures à Reese Witherspoon, quoi. Vraiment le truc, ouais, pourri, en toc, qui a coûté 1 € et qui va devenir tout vert une fois qu'elle aura mis de l'eau dessus. On est toutes passées par là.
Bon, elle a quand même droit à 2-3 moments où on essaie de nous faire croire qu'elle est badass, tu vois. Comme à un moment où il lui dit si je te dis de pas sortir de la voiture, tu vas pas sortir de la voiture. Et elle sort de la voiture et elle est là. Oh là là, quelle femme. Elle a ouvert la portière toute seule. Quelle rebelle. Et l'autre moment qui est quand même assez satisfaisant, c'est quand Jacob l'embrasse. Elle lui fout son poing dans la tronche. Bon, elle se casse un peu la main dessus, mais c'est très très drôle. Et plus tard, Jacob se ramène à la soirée de remise de diplôme et elle le jette un peu. Et on a beaucoup aimé cette scène. Ouais, elle lui dit est-ce que c'était trop subtil pour toi, le fait que je t'ai mis un poing dans la tronche? Was my right hook too subtle for you? That was me uninviting you. Cassé, elle t'a cassé. In your hand. C'est bien parce que vraiment ce film fait ressortir les meufs de 13 ans en nous, c'est absolument terrifiant. J'ai l'impression d'être de retour en 2004, quoi, c'est horrible. Clair. D'ailleurs, dans le conducteur, t'avais écrit pas qu'il lui mettait son poing dans la tronche, mais qu'il lui mettait un lion. J'ai tellement ri en lisant ça, je suis là, non mais vraiment, on est en 5e B ou quoi? Je sais. Enfin bon, mais on aimerait voir Bella plus souvent comme ça quand même. Ouais. Ce serait un bien meilleur film en fait. Mais grave. Elle leur disait d'aller se faire foutre tout le temps. Mais c'est ça, moi je veux qu'on libère Bella et qu'elle trouve vraiment toute sa puissance. Free Bella. Hashtag. J'essaie de lancer des hashtags 15 ans après la sortie des films. on est sait vachement jamais, dans l'air du temps. Peut-être qu'il y aura un reboot, hein, on ne sait jamais. Le manque de contrôle et d'autonomie de Bella dans ce film, c'est quand même le plus gros problème. Oui, en fait, c'est simple. Bella a tellement peu d'autonomie dans ce film que même carrément, elle ne marche pas, elle se fait transporter. Oui, c'est vrai. Même ça, elle peut pas le faire toute seule. C'est tragique. Au final, il y a quand même une leçon qu'on a tirée de ce triangle amoureux et pas des moindres. Moi, ce que ce film me dit quand même, c'est que tous les mecs sont des gros neuneux, quoi. Apparemment, tout ce à quoi ils pensent, c'est être en compétition avec d'autres hommes au sujet de femmes, quoi. Et avoir des grosses pulsions incontrôlables, violentes. Voilà. Non, je pense que la leçon, c'est que la testostérone, c'est vraiment le fléau de l'humanité, quoi. Et en fait, peut-être que ce film est assez pertinent. Voilà. C'est vrai. Si on s'arrêtait là, peut-être, ou si elle finissait célibataire. Oui, c'est ça. Hélas. Si elle se rebellait à un moment, mais ça n'est pas le cas. Il y a quand même d'autres choses qui se passent dans ce film. On va parler de la bataille finale, même si on va pas en parler en détail, ne vous excitez pas. Mais il y a surtout un moment, on sent qu'ils avaient un plus gros budget et qu'ils se sont vraiment dit on va faire des flashbacks à tire-larigot là. Déjà, il y a une espèce de légende coyote qui est la tribu de Jacob, qui aura son importance à la fin du film. On va pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu chiant. Mais du coup, il y a un flashback sur ça. Ouais, bon, il y a une femme qui se tue carrément pour se faire saigner, pour attirer un vampire, pour sauver son mec, alors qu'elle aurait pu se couper le doigt. Encore une fois, la grande leçon de ce flashback et du film, c'est que les meufs doivent se sacrifier pour leurs hommes. Et qu'elles n'ont aucun pouvoir, parce que l'homme peut se transformer en loup-garou, mais elle, le seul truc qu'elle peut faire, c'est se poignarder l'utérus, quoi. C'est ça. Voilà. C'est très sympa. Mais il y a des flashbacks beaucoup plus fun. Il y en a un sur... Enfin, fun, c'est pas très fun. Non, c'est pas fun du tout. Mais en vrai, un peu quand même. La conclusion du flashback est fun, en fait. C'est ce film que je voulais voir. C'est le flashback sur Rosalie qui, moi, me l'a fait beaucoup aimer. Pour rappel, Rosalie, qui est une des sœurs d'Edouard, oui, voilà. Qui est un peu méchante pendant les premiers films. Mais là, on se rend compte qu'elle a une raison d'être méchante qui est cool. C'est ça. Enfin, une raison qui est cool. Rosalie, Bella lui demande pourquoi tu me détestes. Et elle lui dit, je suis jalouse. Enfin, elle aurait préféré être humaine et vieillir. Et Bella lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Et elle lui explique un peu sa backstory. Et en fait, elle a été violée la veille de son mariage par l'homme qu'elle allait épouser et ses amis, laissée pour morte dans une ruelle. Et après, elle a été transformée en vampire. Mais le truc qui est cool dans cette histoire, c'est qu'après, elle s'est transformée en vengeresse. Vengeresse marieuse qui s'habillait tout en blanc et tout ça. Et elle a trucidé son ex. Et elle dit à un moment qu'elle avait l'art du drama à cette époque-là, quoi. Et je me suis vengée de ces hommes. L'un après l'autre, en terminant par Royce pour qu'il sache que j'allais venir. À l'époque, je soignais mes entrées. Ouais, franchement, les flashbacks sont super cool, surtout cette partie, effectivement. En plus, le mec qui joue son futur mari est joué par Jack Huston, qui jouait aussi dans Boardwalk Empire et dans d'autres trucs. Et quand tu l'as vu arriver, t'étais hyper contente. Je me suis dit, elle a oublié quel est son rôle dans ce film. Ouais, non, mais moi, j'ai tout oublié. Donc, si tu veux, moi, chez moi, on tourne dans les bateaux. Enfin, je suis à l'ouest. C'est vrai que c'était hyper jouissif à voir. Après, j'ai pas trop compris parce que c'est un peu comme pour La Bague.
Ils sont pas hyper forts en recherche historique, je crois, parce non, que non, je non. saurais pas dire à quelle époque exactement c'était. Dans les années 20. Voilà, on se doute un peu que c'est la bonne société, c'est l'époque de Virginia Woolf un peu, quoi, genre ils ont des petites ombrelles. Ouais. C'est un peu comme ça que je me suis repérée, c'est qu'ils avaient Non, des mais sa ombrelles. coiffure, elle est crantée, tout ça, c'est les Ouais. années 20, je pense. Mais Parce que Marie, elle s'y connaît pour Eh le ben coup, oui, un peu mieux que les gens de Twilight. on va écouter, on a beaucoup aimé vraiment ce flashback, surtout la fin. C'est elle la vraie héroïne. C'est clair. Trop bien. Elle, c'est Spike, quoi. Bon, on passe au meilleur flashback. La meilleure partie de ce film. Les 5 meilleures minutes. C'est clair. Bah déjà, on découvre que Jasper vient du Texas parce qu'il a un accent que, enfin, a priori, il n'avait pas dans les films précédents. Bah, surtout, il parlait pas dans les films Voilà, on précédents. l'entendait très peu parler. Et donc là, en fait, il a un faux accent du Sud qui est absolument délicieux. All right. Ouais, voilà, vraiment, merde. On apprend que lui, il était soldat pendant la guerre de sécession, c'est ça? Oui. Lui, il a eu aussi une histoire assez sombre. C'est quoi déjà l'histoire? J'ai oublié. Il a fait partie d'une tellement enthousiaste pour ce flashback, elle se souvient même pas. C'est juste parce que Non, c'est mais Jasper. c'est juste qu'il Non, a il été a pris été- sous l'aile d'une vampire hyper méchante et cruelle, c'est ça? Voilà, en fait, il a été transformé en vampire par une meuf qui s'appelait Maria, je m'en souviens parce que c'est mon prénom à moi aussi. Et ensuite, elle était méchante et elle bâtissait des armées en fait de newborn, des nouveau-nés vampires qui donc sont affamés. Et c'était des espèces de batailles entre vampires et du coup, il a des espèces de cicatrices partout, de morsures et on va entendre Anaïs, ça l'a beaucoup touché. C'est trop dur. C'est trop dur. Je sais pas pourquoi il inspire une telle tendresse de ma Je sais part, pas. mais je l'aime trop. Bah, le côté Texas aussi. J'ai une petite affection pour les Oui, Texans. il moi. faut dire que tu as vécu au Texas, donc Ouais. tu as un faible. Bon, il n'y a pas de flashback pour Emmett. Non, malheureusement. Le copain de Rosalie, copain slash frère. Même si Anaïs, tu as pensé une super backstory, je dois dire. Est-ce qu'on a un flashback pour Emmett et c'est juste genre, il a trébuché Non. et il est tombé sur la mâchoire d'un vampire? Non, il n'y a même pas de flashback. je crois. Oups. Parce que pour je pense rappel, que c'est ça. Ouais, non, mais c'est ça. Parce que pour rappel, Emmett, c'est vraiment le Joey de Oui, ce il est film. con comme un balai. Ouais, voilà. Et il est très attendrissant. Donc clairement, si lui, il avait un flashback, à mon avis, ce serait très drôle. Au final, ce visionnage a quand même donné lieu à beaucoup de questionnements de notre part, on va l'entendre. Et qu'est-ce qui se passe si Edward juste il lui lèche le doigt? Bah, je me suis demandé, je pensais qu'il allait le faire là. Bah ouais. J'ai un petit snack quoi. Je sais pas, c'est comme nous quand on mange un chocobon, tu vois. Ouais, Je vais manger tout le paquet après. C'est vrai. J'adore la chocobon. Du coup, Anaïs... C'est une belle analogie. Merci. Bon, du coup, on s'est dit que ce serait bien de revenir un peu sur les règles du vampirisme selon Twilight, parce que c'est vrai que le vampirisme, il y a des règles différentes selon les films et les séries. Et par exemple, dans Buffy, un vampire ne peut pas rentrer chez une personne s'il n'a pas été invité chez elle. Ouais. C'est connu dans l'univers des vampires. Dans quand True même. Blood aussi, ouais. Oui, voilà, c'est quelque chose, c'est un peu dans la mythologie des vampires, c'est quelque chose qui est très présent. Ici, ça n'est pas le cas, puisque il y a un vampire qui fait partie de l'armée de Victoria, qui s'introduit chez Bella pendant son absence et qui fouille dans ses affaires et qui se penche sur Charlie pendant qu'il est en train de dormir. Donc visiblement, c'est pas une règle chez ces vampires-là, quoi. Et puis même Edward la stalk dès le premier film, oui, c'est sans vrai qu'il forcément qu'elle ait donné sa s'introduit. permission. Oui, ouais, non, elle donc, n'avait pas donné. C'est un peu ça qui est problématique dans Twilight, c'est que tous les trucs où elle devrait donner son consentement, elle le Elle fait ne pas. donne pas, quoi. Ouais. Par exemple, dans Twilight, on ne parle pas forcément d'ail ou de pieux, Non. ce qui est quand même quelque chose d'assez fréquent. Et il mange à la cantine, donc il doit y avoir de l'ail. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, la plus grosse différence, moi, je trouve, enfin, en tout cas, celle qui m'a le plus frappée, c'est la manière dont les vampires meurent, qui, là, change vraiment, alors, selon les effets spéciaux, les époques, et aussi ce que les œuvres veulent raconter. Mais par exemple, dans Buffy, ils se transformaient en poussière quand Ouais. ils étaient tués. Là, c'est marrant, on dirait qu'ils sont en porcelaine, en fait, et ils sont cassés. Oui, comme en glace, un Ouais. peu. Ouais. C'est bizarre, ça fait vraiment un bruit de glace qu'on brise en mode je prépare des cocktails quand ils sont en train de se casser. Dans True Blood, ils explosaient dans une espèce de giclée de sang et de chair hyper gore. Donc ça reflète un peu aussi le style et la ligne éditoriale de chaque œuvre. Oui, c'est-à-dire que Buffy était un peu plus camp. True Blood était très très camp, mais très Ouais, gore True Blood aussi. était gore, ouais, voilà. Et c'était un peu dans l'ultra gore et l'ultra sexe, quoi.
Et Twilight, c'est juste le truc le plus soft possible, donc il ressemble à un iceberg, quoi. Au haut d'un iceberg. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de règles un peu différentes, et puis même au niveau de l'histoire des newborns, par exemple, enfin moi c'est pas quelque chose que j'avais entendu avant. Enfin dans Buffy, au contraire, ils sont nuls, ils savent pas se battre au début, tu sais. Enfin ils sont un peu désorientés. Oui, quoi. c'est ça, ils mettent du temps. Et il y a un autre truc aussi qui est très bizarre, c'est juste la manière dont ils sont changés en vampires, où là c'est très facile, c'est-à-dire qu'il suffit d'une toute petite morsure et c'est bon, alors que dans Buffy, il y a cette scène cultissime où Buffy explique que c'est toute une histoire de suçage et de... de mordage et de suçage. Voilà, il faut que je te suce et que tu me suces. Voilà, c'est ça. Et ça doit durer assez longtemps et c'est un processus assez complexe, alors que là, clairement, Bella, dans le premier film, quand elle se fait mordre, ils disent que s'ils absorbent pas tout de suite le venin, elle va se transformer. C'est du venin, en fait. Ouais. Il y a aussi l'autre gros point, on en a déjà parlé, c'est que quand ils vont au soleil, ils brillent. Oui. Alors que dans Buffy, par exemple, s'ils vont au soleil, ils meurent. Oui, c'est ça. Et dans True Blood aussi. Et ça, pareil, c'est quand même une des règles immuables des œuvres de vampires. Mais c'est vrai qu'ils auraient pas pu dans Twilight parce que c'est une lycéenne et que oui, c'est ça. C'est la lumière du jour, carrément, en plus. Mais je pense en plus que Stephanie Meyer avait pris le parti de changer, justement, et de dire que les légendes n'étaient pas vraies et que les vampires peuvent vivre parmi nous, sinon ils n'auraient pas d'histoire d'amour avec une lycéenne qui n'est pas une tueuse de vampires, justement. Et il pourrait pas aller au lycée et repasser son bac tous les ans s'il ne pouvait pas vivre à la lumière du jour. Bon, là, on parle de plusieurs œuvres, justement, de Buffy, qui est une de nos séries préférées, peut-être notre série préférée, et oui. De True Blood aussi, qu'on adore et tout ça. Anaïs, tu vas nous faire un petit point sur le vampirisme dans la pop culture, justement. Oui, alors c'est très rapide, mais c'est vrai que ce qui est intéressant avec Twilight, comme tu le dis, c'est que ça casse un peu beaucoup de codes qui avaient été vraiment entérinés dans la pop culture au fil des années et même des siècles, parce que les vampires ont été présents dans la pop culture depuis toujours. Il y a une raison, s'ils fascinent autant, déjà c'est parce qu'ils sont immortels et tout le monde est fasciné par l'immortalité. Surtout toi. Totalement. Ils sont mystérieux et puis ils ont cet aspect sexuel dont on a déjà parlé à travers la morsure et le désir de sucer le sang et d'absorber la vie de la victime qui forcément fascine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils obéissent pas toujours aux mêmes règles, on l'a dit, et en fait je pense qu'ils s'adaptent un peu aux peurs de leur époque. Par exemple, dans Nosferatu, qui est le premier grand film sur un vampire, qui est sorti en 1922, on est juste après la Première Guerre mondiale et après les tranchées. Et en fait, il y a ces marées de rats qui envahissent la ville, quand Nosferatu arrive, et ça évoque évidemment le traumatisme de la guerre et des tranchées, et c'est quelque chose qui a dû être sans doute assez choquant à l'époque. Dans Buffy, évidemment, c'est la bataille contre le patriarcat, et les vampires, ils représentent les agresseurs, les hommes qui vont trahir les jeunes filles, etc. Dans True Blood, il y a toute l'allégorie sur l'homophobie, où en fait, là, les vampires sont pas forcément tous méchants, mais on utilise l'expression, ils sont sortis du cercueil, comme on sort du placard, ils ont fait leur coming out au grand jour, et donc ils vivent maintenant parmi le reste de la population. Et dans Twilight, il y a aussi toute la culture plus traditionnelle qui est véhiculée à travers ces vampires, surtout les Cullen qui sont gentils. Donc ça illustre vraiment un peu ce que l'œuvre veut dire du temps dans lequel elle s'inscrit. C'est très intéressant. Merci. Bon, il faut quand même qu'on parle, parce que c'est une grosse partie du film, pas la plus intéressante, mais pas la moins intéressante non plus. Non, il y a des bonnes scènes d'action. Voilà, la deuxième moitié, en fait, du film est dédiée un peu à la bataille contre l'armée que Victoria, donc Victoria, c'est la rousse qu'on se cogne depuis le début de la série. C'est clair, qui est hyper obsessionnelle. Voilà, qui en veut vraiment à Bella, parce que James est mort, alors que c'était pas la faute de Bella, la pauvre. James, c'était son compagnon, et du coup, là, elle a créé une armée, justement, de newborn, et elle arrive pour tuer les Cullens, et les Cullens se battent contre elle avec la collaboration des loups-garous locaux. Un featuring. Voilà, exactement. Et après, il y a aussi les Volturi qui se ramènent. Les bébés brunes. Voilà, parce qu'ils essaient de tirer profit parce qu'ils aiment pas les Collins, enfin, ils veulent un peu les détruire, parce qu'ils les trouvent menaçants. C'est tout un festival. Voilà, exactement. Donc ça, c'est la deuxième partie, mais le meilleur moment de cette deuxième partie, c'est quand même un training montage. On va voir notre réaction sur le training montage. Parce qu'on aime beaucoup ça. Un training montage, c'est un montage, en fait, dans un film, quand quelqu'un s'entraîne, pensez Rocky, quand il s'entraîne pour, ou Creed, ou... Voilà, quand il monte les marches, ou dans Kill Bill, par exemple, quand elle frappe sur la planche à répétition. Enfin, c'est un montage qui montre, en fait, vraiment la répétition de comment on va devenir un meilleur combattant, et c'est vraiment... Ou dans La Revanche d'une blonde, quand elle lit plein de livres. Exactement. Alors ça, c'est un studying montage. C'est un twist sur le genre, qui est aussi une des plus grandes scènes du cinéma, mais on en reparlera sans doute dans un autre podcast. Mais oui, ça fait vraiment partie des moments les plus excitants, généralement, d'un film, de voir le héros s'entraîner. Oui, tout à fait. Oui, training montage. Ouais, trop bien. C'est mes trucs préférés de tout le cinéma.
On est chiant. On est des teubés. Mais c'était hyper cool. C'était pas aussi bien que Kill Bill ou Rocky, hein. On va se calmer, mais c'est pas mal. Ah non, vraiment pas. Mais oui, c'était bien. La dernière chose dont on doit parler, parce qu'Anaïs, tu as des réactions très très fortes, c'est le personnage de Charlie, qui est le papa de Bella. Tout à fait. Tout à fait. On avait déjà établi que tu avais un faible pour lui parce que c'est un papa, parce qu'il a une moustache. Voilà. Tout à fait. Et qu'il a un peu taiseux. Et bon, déjà, tu as des réactions d'attendrissement, disons, à Charlie très très fortes. Oh. Charlie. Bon, visiblement, moi aussi. Ouais. Non, mais parce que c'est vraiment la figure du père qui dit pas grand-chose, qui est un peu timide et qui est un peu maladroit avec ses sentiments, mais qui est tellement, évidemment, éperdu de sa fille et qui ferait tout pour elle que, enfin, c'est hyper touchant. Anaïs ne se souvient absolument de rien de ces films. Je les vois avec elle, donc j'en prends vraiment conscience. Alors que je me souviens de tout, je ne me souvenais pas de cette scène, mais toi, tu t'en souvenais presque mot pour mot. Ouais. C'est une de mes scènes préférées. Je sais pas pourquoi, mais j'adore. Non, mais c'est une très bonne scène en vrai. Hein. Mais c'est quand, en fait, Charlie essaie d'avoir the talk, comme on dit en anglais. La conversation que les parents ont avec leurs enfants à l'adolescence pour leur expliquer les choses de la vie. Et pour leur dire, est-ce que tu te protèges ? Voilà, exactement. Et du coup, il essaie de parler de ça à Bella. Et c'est très gênant, mais c'est très mignon et marrant. Voilà, parce que Bella lui essaye de le rassurer en lui disant que Edward est old school. Et il dit, old school, est-ce que c'est une nouvelle expression que je connais pas ? Donc c'est très drôle parce que là on se dit, non mais mon Dieu, il est complètement à l'ouest, le pauvre papa. Et il y a tout un échange effectivement qui est très marrant. You guys are taking precautions. Okay, Dad, please just don't worry about that. Edward is old school. Old school. Great. What's that, like code for something? Oh my God, Dad, I'm a virgin. Okay, good. Glad we covered that. Me too. Old school. Ça veut dire qu'il passe que par derrière. Aux États-Unis, c'est comme ça, apparemment. Dans les lycées catho du 16e aussi. Voilà. C'est ça. Je dois dire Chacune un ses truc quand même, expériences. quand j'entends... Je veux dire, quand j'entends ces extraits, une réflexion que je viens de me faire, qui est un peu tragique, c'est qu'en un film de Twilight, tu ris plus généreusement qu'en 10 saisons de Friends. C'est clair. Voilà. Désolé. Mais c'est l'effet de Charlie sur moi. Bon, Anaïs, il est l'heure de choisir la meilleure réplique du film. Quelle est ta meilleure réplique ? Eh bien, je pense incontestablement que c'est Jacob qui dit à Edward... Mais elle est aussi amoureuse de moi. Sauf qu'elle refuse de l'admettre. C'est bien connu. Voilà, un beau résumé. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Moi aussi, je me dis ça souvent sur mes crushs. Tous mes crushs sont amoureux de moi, mais ils ne le savent pas encore. Et après, tu égorges leur lapin, c'est ça ? Avec le mascara qui coule. Exactement. Et le moment le plus émo ? Pour moi, le moment le plus émo, c'est quand Bella est en train de discuter du fait d'être transformée en vampire, parce que c'est quand même toujours l'enjeu, hein, on y revient à chaque fois, et qu'elle s'inquiète potentiellement de perdre ses proches, parce que c'est vrai qu'elle en a un peu rien à foutre. Et Edward lui dit, très calmement... Dans quelques décennies, tous tes proches seront morts. Problème réglé. Magnifique. J'ai pas mieux. Et qui est ton MVP pour cet épisode ? Bah là, honnêtement, c'est obligatoirement Rosalie. Ah, mais moi aussi ! Elle m'a regardée avec une tristesse dans le regard. Non, mais pour moi, là, Rosalie, le truc qu'elle fait, c'est qu'elle est à la fois entre Buffy et Drusilla. Ouais, c'est grave. vraiment le meilleur mix. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, on aurait préféré voir un film sur elle et sur sa vengeance. Ah, mais grave, grave. Et puis en plus, j'aime bien son attitude depuis le début. C'est-à-dire que c'est une connasse, mais c'est génial. Ouais, mais au début, c'était un peu chiant, je trouvais, parce que c'était vraiment injuste envers Bella qui oui, puis c'est pas n'a rien expliqué, fait pour quoi. le T'as mériter. l'impression que c'est vraiment de la jalousie féminine ou un truc un peu à la con comme ça, enfin un espèce de cliché de ce genre. Alors que là, au contraire, ses arguments sont hyper sensés sur le fait que Bella ne devrait pas sacrifier sa vie et sacrifier toute sa famille, qu'elle ne reverra plus jamais, juste pour un mec qu'elle connaît depuis 2 jours et demi, quoi. Oui, surtout quand Bella lui dit je ne voudrais jamais rien de plus que Edward dans ma vie. J'étais là, meuf, tu as 18 ans. C'est clair, c'est triste. Et en plus, t'as même pas couché Moi, avec à lui. 18 ans, tu sais même pas si c'est un bon d'autre coup, dans ma vie que Maroon 5 et tu vois, les choses peuvent changer. Hein. Tu as toujours la culotte. C'est vrai. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate Audio ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira le 4e film de la saga Twilight. Twilight Révélation, première partie. Attention. Âme sensible s'abstenir parce qu'il se passe des trucs dans ce film. C'est incroyable. C'est le meilleur film. Twilight, préparez-vous.
N'hésitez pas à regarder les films en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast PIC TV où on analyse l'actualité des séries. Et on parle beaucoup de Buffy, comme ici. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et quelles aventures! Ah ça. Amis est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez. On a eu beaucoup de réactions pendant ce visionnage, comme vous avez pu l'entendre, mais on en a encore à vous révéler. Bella, c'est vraiment la meuf qui avait un carnet de citations au lycée, ça. T'as fait un carnet de citations? Mais oui, meuf. J'en ai encore un. Ah, mon Dieu, c'est génial. Il était bien rempli. C'est génial. Hey, did you do this to my truck? Bella, you have to understand. Your safety is everything to me. Et oui, t'as pas compris? Not Elle est con. Non, mais le mec a saboté son... Oui. Oh. Et toi, t'es déjà trop cool. Et l'autre, elle écoute ses pensées pour lui dire où elle va, quoi. Ouais. Non, mais la meuf, elle est en prison, quoi. And he'll hate me forever. C'est horrible, elle va renoncer à ses parents, quoi. Ouais, c'est clair. Puis elle a été élevée seule par sa mère, mais on la voit jamais. Enfin là, on la voit, mais. Non, mais toute sa vie tourne autour d'Edward, tu vois. Ah oui, non, mais c'est horrible. Enfin, c'est que quelqu'un de 16 ans qui peut penser la vie comme ça, quoi. Mais moi, pour aucun homme, j'abandonnerais mes parents, mais même moi aujourd'hui. Moi non plus. Putain, le gang des Bermudas, là. Ah, c'est une femme loup. C'est une louve-garou. Épuisant. Une louve-garou. Waouh. Elle regarde tout, elle. C'est le zapping, quoi. Comme toi, c'est clair. C'est le zapping des vampires, quoi. Mais ils ont besoin de manger combien de repas par jour? Parce que ça fait pas si longtemps que ça, quand même. Ils sont déjà en train de mourir de faim. Mais non, mais c'est parce qu'ils doivent aller chasser genre toutes les quelques semaines. Dis celle qui... Enfin, c'est nous, si on n'a pas mangé pendant 4 heures, on a envie de tuer quelqu'un, quoi. Donc, c'est clair. Oh. Burke. Elle est pas à toi, ok? Oh, ça va. Ils sont mignons, là, quand même. Bah voilà, ils sont très mignons. Pourquoi pas lui offrir ta gourmette avec ton nom dessus, quoi. Enfin, juste... Ah bah ça, mais c'était mon rêve quand j'avais 12 ans. T'étais entourée de Jackie, toi. Mais non, mais la gourmette, quand t'avais 12 ans, c'était le truc le plus stylé du monde. Mais tu plaisantes ou quoi? Non. Mais non, pas du tout, c'était vraiment un truc de Putain, Jackie. en colo, moi, je voulais grave la gourmette de mon amoureux, quoi. Non mais regarde comme il est fluffy. Il peut pas parler, hein, donc... C'est peut-être sa plus belle qualité, alors que c'est clair.